Aujourd'hui, on parle à Yann Lu, une longue interview sur le matos hardware dans l'audio avec un fabricant. Pas de conneries aujourd'hui au début? Mais non, pas aujourd'hui. Oh, dommage. Bonjour Et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André. Donc aujourd'hui on va parler à Yann Lu qui est un fabricant de matos hardware pour audio. Il fait préamp et EQ pour l'instant, il travaille sur autre chose, il nous a dit, mais ça tu verras dans l'interview même. On va donc parler matériel, on va parler série 500, on va parler un peu de son parcours forcément évidemment aussi. Tout ça en mode podcast, long format, donc n'hésite pas à mettre ça un peu sur les côtés, à les cuisiner pendant que tu écoutes toutes ces choses super intéressantes sur le matériel audio. Je ne te retiens pas parce que la vidéo est déjà bien longue, mais enfin si en fait quand même un tout petit peu parce qu'avant que tu ailles dans l'interview, si c'est pas encore fait pour toi, abonne-toi ici sur YouTube. Un petit like, ça fait toujours plaisir et surtout va sur notre site academiedugrosson.com/bonus. Tu peux t'inscrire avec ton adresse email et recevoir des cadeaux gratos, notamment une liste de matos qu'on conseille pour débuter son home studio. On vient de s'affilier aussi avec Thomann pour pouvoir avoir donc un lien affilié où nous on gagne un tout petit peu sur ta commande. Pour toi ça change rien du tout, nous ça nous aide, ça permet de faire plus de vidéos. Donc si tu veux aider la chaîne, tu peux cliquer sur notre lien affilié dans la description. Allez, maintenant c'est parti pour l'interview, je vous donne Yann Lu. Salut Yann, merci d'être venu, de t'être déplacé jusque dans notre belle Académie du Gros Son pour partager la passion du son hardware avec les académiciens. Je vais commencer par une petite question facile, on va un peu s'échauffer. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et peut-être éventuellement un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené dans le merveilleux monde de la musique et du son? D'accord, d'abord merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est chouette de venir ici et un peu de parler de mon parcours, de mes produits. Alors moi, c'est un peu particulier ma venue, disons, dans le monde, mon entrée dans le monde de l'électronique et audio et du matériel. C'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est pas une idée que j'ai eue genre quand j'avais 15 ans. Ok. Moi, à la base, je voulais être ingénieur du son. Ah oui, c'est pas top, mais bon, ouais, je peux voilà, comprendre, ok. Ouais, c'est ça. Et donc après ma Rito, j'ai essayé les examens d'entrée à l'IAD, à l'INSAS aussi. Ok. J'ai échoué aux 2 examens d'entrée. D'accord. Et en fait, je me suis dirigé un peu par hasard dans un graduat. À l'époque, on appelait ça encore un graduat d'électronique à l'INRACI. Voilà, j'ai visité cette école un peu en retard, vu que l'examen d'entrée était fort tard, en mois de septembre, bref. Ouais. Et il faut dire que le directeur a très bien vendu le cursus, genre, tu vas voir l'électronique, c'est super, il y a des débouchés, etc. Enfin, voilà. Et donc j'ai commencé ça, et ça m'a tout de suite accroché. Les cours de l'électricité, bon, un peu de maths, voilà, général, niveau Rito, de l'informatique, de la programmation, etc. Mais vraiment, j'ai senti que ce qui me plaisait tout de suite le plus, c'était la partie, évidemment, hardware. Donc les cours d'électronique, on avait un cours de technologie, etc. On avait aussi un cours d'électroacoustique. Et c'est là que je me suis dit, bon, ça c'est vraiment quelque chose qui me botte, vu que voilà, je voulais être ingénieur du son, et bon, j'étais un peu frustré de ne pas commencer le cursus dans les écoles d'ingé son. Donc voilà, petit à petit. Et là, on est plus ou moins dans quelle année là? Plus ou moins, en gros, hein. Alors on est en 1996 déjà, donc... 96 pour nos amis français. Oui, donc là on est dans une époque, parce qu'en fait, je me retrouve tout à fait dans ton histoire, parce que moi aussi je me suis présenté à l'IAD, la première année j'ai pas été pris non plus. J'ai pensé, parce que l'INRACI avait aussi un cursus à l'époque aussi dans l'audiovisuel, c'est vrai que j'ai un peu réfléchi à ça. En cinéma, technique, voilà, cinéma. C'est ça. Et l'aspect électronique, je comprends tout à fait, parce que à l'époque c'était un autre chemin pour arriver dans le son, en fait, l'aspect électronique. C'est vrai qu'on est dans une époque où... si je dis pas de bêtises, hein, tu me corriges, mais on est quand même encore beaucoup dans le côté électronique. L'informatique arrive seulement, enfin en tout cas dans ce que nous on fait. Et quelque part, bah oui, c'était une façon donc pour toi de te raccrocher au son, mais c'était un bien pour un mal, puisque quelque part tu as découvert quelque chose de complètement différent. Et donc tu avais ce goût, quand tu as voulu faire un G-son, c'était pour le côté musique, ou c'était un peu la passion du son en général? Les deux, en fait. J'ai commencé à jouer de la guitare à 14-15 ans. J'ai eu un groupe à mon adolescent, 18-19 ans.
on avait même signé sur un label, etc. Donc j'étais à fond musique, quoi. J'étais quand même à fond musique, donc pendant mes études aussi supérieures. Et sinon, oui, en humanité aussi, c'est ça. J'écoutais beaucoup de musique et tout ce qui était matériel quand même, allez, je vais dire vulgairement, tourner les boutons, etc. Après, j'avais pas vraiment la possibilité d'enregistrer mes guitares. J'avais juste un petit ampli Squier de 15 watts et une guitare Squier. Après, grâce à mon premier groupe, on a pu aller en studio. Et là, évidemment, je me suis dit, ah oui, c'est quand même super et tout. Et là, tu as eu le... Oui, enfin voilà, je me suis dit, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je m'intéressais vraiment aussi aux techniques d'enregistrement. Alors là, c'est vrai que on avait été dans un studio à Aachen chez Duke, où là j'ai vu l'interface audio numérique, un DAW, on va dire en standalone, c'est Soundscape ou quelque chose comme ça. Et alors il avait une Yamaha motorisée là. O2R, c'est ça? À l'époque, oui, je pense. Voilà, avec en plus, je parle de ça parce que il y avait aussi, il avait un gros 24 pistes, encore à bande à l'époque. Et donc voilà, c'était un peu une découverte comme ça d'un studio où il y avait encore des bandes. Et puis après, on était avec toujours le même groupe. C'était en 2000, on a été dans un studio à Liège qui s'appelait la Sound Station. Et où là, il y avait quand même une console, je crois que c'était une Midas qu'il y avait, si je ne me trompe pas, et puis avec un système audio numérique, je suppose que c'était un Pro Tools, mais je me souviens pas plus que ça. Et alors, c'était enregistré sur ADAT à l'époque. Donc là, on est en 2000, voilà, enfin, donc... C'est ça. Et donc, je connaissais rien de tout ça avant. Oui, c'est ça. Donc là, c'est premier contact avec le gros matos, donc quand même un background dans la musique. Et donc, tu fais de l'électronique. Et comment ça évolue alors? Du coup, j'imagine tu fais toutes tes études. Alors, je fais mon graduat, donc en 3 ans, je sors en 99. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai 21 ans. Donc la pression un peu des parents, enfin légère. Il faut travailler, voilà. Et voilà, j'ai travaillé dans des usines d'électronique, c'était dans la région de Wavre, Rotigny, etc. C'était du montage à la chaîne, enfin moi, c'est un premier boulot, un peu comme intérimaire, etc. Puis à un moment, je me suis dit, je pense pas que je vais faire ça, pas toute ma vie, mais en tout cas, ça ne me plaît pas au présent. Et en fait, je me suis dit, je vais reprendre des études, en fait. Donc j'ai repris des études d'ingénieur en électronique, ingénieur industriel à l'ECAM, à Saint-Gilles. Donc je suis passé directement en licence, en fait. Il y avait une espèce de passerelle comme ça. Maintenant, c'est beaucoup mieux structuré. À l'époque, c'était un peu, voilà, j'avais des dispenses de cours de candidature à l'époque. Et voilà, j'ai fait mes 2 licences, donc c'était 2 ans. Et donc voilà, et mon premier boulot, après mes licences d'ingénieur, j'ai été enseignant à l'INRACI. Retour. Vraiment, ça c'est vraiment par hasard. Par rapport à la musique, je me suis dit, bah oui, c'est vrai que j'aurais quand même pas mal de temps libre, les congés et tout, parce qu'on était occupé à faire un album à ce moment-là, avec mon groupe de l'époque. Et donc voilà, c'était une période où j'étais enseignant, il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'était quand même enrichissant. Et en fait, quand j'étais enseignant, donc on enregistrait notre 2e album avec mon groupe, et c'est moi qui faisais vraiment là on va dire, pré-production, production, enfin avec le chanteur, on était tout le temps à 2, on avait notre label nous avait payé du matériel qu'on partageait avec les Girls in Hawaii, je me souviens à l'époque. Et donc voilà, donc des préamplis, c'était des TL audio. On avait un tout petit Pro Tools, on avait quand même un parc de micros, il y avait un micro à lampe, je me souviens, c'était des Audio Technica, je pense. Des haut-parleurs Genelec, c'était un setup assez basique, mais quand même, on pouvait enregistrer nous-mêmes. Alors mes compétences étaient quand même relativement limitées, vu que je n'avais pas étudié, eu de formation d'ingénieur du son, mais voilà, quand on s'y met, on arrive à faire des choses quand même
quand même correct au niveau prise de son. Et là, on est quoi, milieu des années 2000 alors? Là, on est en 2003, 2004 ouais, par là, okay. oui. Voilà. Et puis, donc, là, c'est là vraiment que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et alors, aussi, tout ce qui est montage un peu audio, enfin, c'est la partie musicale, on va dire, okay. sur Pro Tools. Mais c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, quand il y avait un souci dans une machine, voilà, c'est peut-être les premières machines que j'ai ouvertes pour un peu... C'était le matos que vous utilisiez, vous, alors, du coup? C'est ça, avec le groupe. Les autres, eux, ils n'étaient pas du tout orientés technique, enregistrement, etc. Donc c'est vraiment moi qui... même qui plaçait les micros et tout ça. On n'avait pas d'ingé son avec nous. Ouais. Et puis, bon, après, l'album a été mixé en studio, parce que voilà, là, c'est quand même un boulot à part entière. Mais c'est vrai que c'était assez formateur aussi au niveau de l'hardware. J'imagine. Et donc, maintenant, donc tu fabriques du matériel, ça forcément on va y venir. Donc j'imagine qu'entre ce moment où tu as ta carrière de musicien, tu as ta carrière d'électronicien, on va dire, et il y a un moment où tu t'es mis à fabriquer du matos. Donc j'imagine qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Je sais pas si ça s'est fait progressivement, il y a eu un déclic, comment en es-tu arrivé là? Ça s'est fait voilà, progressivement. Donc après mes 4 années de prof, donc jusqu'en 2006, bon là j'ai arrêté l'enseignement parce que c'est quand même assez, enfin, ça prend beaucoup d'énergie, etc. C'était pas forcément mon truc, voilà, une expérience comme une autre. Et en fait après j'ai travaillé pendant quasi 9 ans dans l'industrie. On fabriquait des machines en acier pour les process industriels, donc rien à voir avec l'électronique, rien à voir avec le son. J'avais un espèce de labo où je faisais des tests avec ces machines sans rentrer dans les détails. Donc là, je me suis vraiment éloigné de ma passion, entre guillemets. Bon, c'était un boulot vraiment aussi intéressant. Et pendant ce temps-là, c'est pendant ce temps-là que j'ai eu l'opportunité de me lancer donc, dans le design de matériel. En fait, là, on doit être aux alentours de 2006, 2007, par là. Il y a un studio, enfin un ingé son d'un studio qui n'existe plus maintenant, c'est le studio Caraïbes à Uccle, donc c'était le studio manager qui m'a contacté parce qu'il avait lui-même monté en fait un kit de girafe audio, je pense. Donc ça c'est vraiment les tout premiers kits, c'était encore du rack à ce moment-là. Je crois que c'était un compresseur, un clone d'un compresseur, et son truc ne fonctionnait pas. Donc il m'a dit, bon, lui il s'y connaissait bien quand même en électronique, vu qu'il avait monté un kit, et il m'appelle, parce que c'est un gars qui venait de la même, de Nivelles, moi je viens de Nivelles à la base, et il venait de là aussi, donc on se connaissait déjà d'avant. Il savait que j'étais électronicien, il me contacte, et je vais sur place, et je dépanne son truc, genre il avait mis un transistor à l'envers, quoi, voilà. Donc, mini boulot. Bon, voilà, alors j'ai quand même mis 1 heure ou 2 pour trouver le problème, mais je m'en souviens. Et en fait, il travaillait avec un autre ingé son dans un studio B où il y avait une énorme console Harrison, donc console des années 80, début 80. Et sa console était complètement en rade, donc des craquements dans tous les sens. Donc c'est lié au switch en général. Je crois qu'il y avait des tranches qui ne fonctionnaient plus, etc. Il avait demandé un devis à la marque, mais c'était absolument hors de prix. Et donc il m'a demandé un peu, moi, ce que je pouvais faire par rapport à ça. Je lui ai dit, écoute, les switches, ils ont été faits pour la marque, on les trouve, on est vraiment dans des composants électroniques, le hardware, on ne va pas les trouver. Et puis en discutant, il m'a demandé de faire un clone de ces préamplis. Et parce qu'il avait la documentation, il avait les schémas. Ça a commencé comme ça. J'ai repris les schémas, bon, j'ai un peu amélioré. Donc ce préampli, donc en fait c'est le préampli que j'ai développé. Alors évidemment, qu'est-ce que moi j'ai designé là-dedans? Mais en fait c'est quand même le circuit imprimé. J'ai rajouté le filtre passe-haut. J'ai dû trouver quand même des transistors qui étaient de stock chez les fabricants, parce que les transistors, ça peut vite être obsolète. Et voilà, donc, puis j'ai adapté encore 2-3 petites choses, des tâches de sortie. Donc, j'ai refait le design de ces cartes.
Et en fait, à cet ingé son, je lui ai fait un rack, pareil, avec deux préamplis de sa console. Ouais. Et lui, il a vraiment retrouvé, forcément, il a retrouvé le son qu'il avait dans ses prises de son. Donc ça, donc là, j'avais toujours un boulot à côté. En échange, il m'a donné 4 tranches de sa console. Où là, grâce à ça, donc en fait, il y avait un petit chip, un petit circuit imprimé qui était dans la tranche pour la partie préampli. Ouais. Et avec ça, j'ai fait un premier prototype aussi. Enfin, je voulais aller un peu plus loin qu'un one shot en fait. Ça a commencé comme ça le développement. Donc j'ai un peu étudié tout ça, fait des mesures. On passe par des étapes de prototypage. Voilà, j'ai essayé des choses. Je me suis dit, je vais peut-être rajouter une DI à ce préampli, par exemple. Donc là, j'ai un peu cherché au niveau des transfos haute impédance. Ouais. Et en fait, je parle de cette tranche qui m'a physiquement donné parce que la partie EQ de cette console était vraiment sur une carte à part. Donc ça, c'était facile, avec des entrées, des sorties. Donc ça, j'ai pu, en fait, c'est là que j'ai eu l'idée, mais j'ai fait le préampli. Je vais faire l'EQ. Et en fait, c'est cet EQ que j'ai développé en série 500. Ouais. Ça, c'est vraiment la réplique de la section EQ de cette console. Alors là aussi, j'ai mis un autre étage de sortie, mais sinon, c'est une réplique de ça. Donc, maintenant, dans le monde de hardware, il y a beaucoup de répliques, de clones, de circuits qui ont en fait maintenant plus de 40 ans. Ça, on va en parler un petit peu après, mais donc du coup, en fait, c'est pas tout à fait un clone dans le sens où tu l'as modifié, en fait, c'est un peu ta version améliorée, on va dire. L'originalité, en tout cas, c'est le fait de le mettre en série 500. Ouais. Alors évidemment, des EQ en série 500, il y en a aussi, il y en a plein. Mais voilà, la spécificité. Moi, je voulais vraiment faire ça aussi parce que je sais que c'est une marque qui était un peu mythique, où il y a des gros albums qui ont été produits là-dessus. Moi, je suis un fan de Michael Jackson, donc il y a la fameuse console 32 qui a été utilisée par l'ingé son, Bruce Swedin. Voilà, qui est assez mythique, et c'est là que j'ai repris la partie EQ. Donc là, j'ai fait l'EQ stéréo à partir de cette console-là. Ça, par contre, là, j'ai dû quand même adapter pas mal. Donc là, on s'éloigne peut-être de ta réinterprétation. Voilà, oui, c'est on va dire une inspiration, parce qu'on peut vite changer des transistors, on peut vite changer des ampli op aussi. Après, ce qui fait le son aussi d'un appareil, c'est la qualité des composants. À l'époque, peut-être que les résistances, le matériel, les composants électroniques se sont vraiment, on va dire, améliorés. Enfin, la qualité s'est améliorée par rapport à il y a 40, 50 ans. Bon, il y a toujours des débats dans tout, mais les condensateurs aussi, la qualité est quand même meilleure. L'influence de la température sur les résistances, etc. C'est quand même quelque chose qui peut être amélioré par rapport à des appareils d'une petite cinquantaine d'années déjà maintenant. C'est intéressant, je pense qu'on peut peut-être revenir là-dessus dans un deuxième temps. Peut-être pour finir alors l'histoire, du coup, mais ça, toi tu dis tiens je vais faire l'EQ, mais là maintenant c'est juste pour ton plaisir à toi, pour le moment t'es rentré dans t'en as pas encore fait, t'as pas commencé à en vendre. Non, c'est ça. T'as toujours ton job. C'est du développement, là c'était vraiment du développement pour moi, le design du PCB, il y a le challenge par exemple pour les séries 500, bon c'est quand même... Tu fais tout ça te disant c'est juste pour le fun jusque-là? Pour l'instant, oui, mais on a toujours une idée derrière la tête, évidemment. Mais comme j'avais un boulot à temps plein, c'était pas immédiat. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que j'avais fait le tour de ce boulot-là. Je suis resté presque 9 ans. Et voilà quoi. Enfin, c'était plus ou moins la fin. C'était un peu en parallèle. J'ai commencé à vendre. Il y a une petite transition. Il y a une petite transition, mais pas longue. Enfin, peut-être même pas. Je crois que donc j'ai arrêté ce boulot-là en 2015. Et je crois que rapidement. Mais j'avais déjà les préamplis en version rack. C'est ça. Et puis oui, c'est ça. Ça date de 2016 déjà. Ok. Donc du coup, actuellement,
ta gamme, c'est principalement des préamplis, des EQ, inspirés de la version, enfin de la Harrison, alors du coup, en version rack comme on a là derrière, et en 500, et que donc à un moment tu t'es mis à vendre ça, tu les as tout de suite proposés, donc tu proposes aussi des kits, on peut peut-être expliquer, mais des kits DIY, en fait toi en gros, tu as designé tout le matos, mais les gens peuvent commander tous les éléments en séparé. C'est ça. Et les remonter eux-mêmes, ça c'est quelque chose que tu as proposé tout de suite? Oui, alors oui, quand j'ai développé le série 500, c'était vraiment mon idée, c'était de proposer ça oui, parce que c'est qu'en 500 évidemment le DIY. Oui, après parfois on me demande, quand si je sors un rack, par exemple la version EQ stéréo de la série 32, là on m'a très vite demandé, ah oui, est-ce qu'il y a moyen d'avoir le kit en version rack, mais ça c'est plus compliqué parce qu'il y a la lime, il y a le... Ouais. Le série 500 est vraiment beaucoup plus facile à développer pour proposer des kits. Et en fait, oui, c'est... j'ai fait ça aussi parce que j'avais vu il y avait un portail sur le site, c'est le fabricant DIY Recording. Et eux, ils avaient un portail d'autres fabricants de série 500 du DIY kit, des DIY kits, parce qu'eux, ils proposent beaucoup ça, mais ils proposent des micros, ils proposent des DI, des pads. Voilà. Et en fait, les gens ont vu ça, que moi j'avais proposé ça, et là j'en ai quand même vendu un certain nombre. Donc là, on est en 2016, 2017. Et oui, en fait, donc le principe, c'est que je vends tous les composants séparés, avec la face avant, parce que ça, ça c'est moi qui l'a fourni, évidemment. Enfin, je fournis tout, mais il y a la face avant, donc ça fait partie d'une pièce détachée, et alors les PCB. PCB, quoi. Voilà. Et alors, évidemment, il faut un bon guide d'assemblage, et puis les gens s'y mettent... Et tiens, je suis curieux, ça enfin, si on peut savoir, mais tu t'en vends autant, plus? Qu'est-ce qui marche le mieux pour ce genre de les kits. Les kits, kits, parce que voilà, je pense que de temps en temps, j'en vends assemblés, testés. Le prix, c'est le double en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que vraiment le marché et du série 500 en tant que tel, et surtout dans les kits DIY, ben voilà, les gens n'ont pas forcément, c'est toujours l'approche home studio, etc. Ils n'ont pas forcément le budget d'acheter peut-être des préamplis, des modules à 1000 €. Pour le même prix, en avoir plus, en fonction des besoins. Voilà, bah oui, pour le même prix, ils peuvent en avoir peut-être deux en DIY. Alors après le DIY, voilà, moi je ne connais jamais le niveau d'électronique. Est-ce que tu penses que le DIY, c'est un peu pour tout le monde? C'est compliqué? Est-ce que tu as des retours fréquents, du coup, de gens qui disent « Ah tiens, des problèmes récurrents » et toi, tu y as pensé, donc dans ton guide, tu fais « Attention, faites bien attention à ça » ou à partir du moment où on sait souder, qu'on a un fer à souder, est-ce que c'est parti, on sait se débrouiller C'est vrai que le guide a beaucoup d'importance, donc ça, j'ai fait plusieurs versions petit à petit avec les retours que j'ai eus. Mais en fait, j'étais étonné de ça. J'ai eu très peu de retours négatifs. Ce qui peut rebuter, par exemple, pour des kits comme ça, c'est le nombre de composants. Mais en fait, à partir du moment où on fait des soudures correctes et on sait identifier les différents composants, résistance, condensateur, les types de condensateurs, les circuits intégrés, a priori, c'est pas... si on suit scrupuleusement, ça demande quand même pas mal de concentration. Oui. Après, il y a des personnes, des gens qui sont complètement fans de ça, et dès qu'il y a un nouveau kit, ils l'achètent, et puis ils l'ont chez eux, et ils le montent 6 mois plus tard, parce que ça a traîné, et puis ils veulent absolument l'avoir, peut-être avant que ça soit plus de stock, ou comme ça. Moi, en général, j'ai toujours un peu de stock, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de composants qui n'ait plus de stock, par exemple, parce que ça peut être un problème. Tu développes un kit et puis tu t'aperçois qu'il y a un composant. Ça c'est plutôt pour les parties switch, etc. Où là, si tu n'as plus du tout le même type de switch, par exemple, ça peut être embêtant. Dans ce genre de matériel, tu n'as pas trop ce genre de soucis. Puis si jamais il y a une alternative facile. J'adapte, donc voilà. Alors je le propose aussi. Donc il y a les full kits, donc où je propose tous les composants. Et alors à la demande, ceux qui quand même ont l'habitude de commander des composants, de chercher des composants, parce que ça aussi, ça peut être vite compliqué, il y a tellement de composants.
je propose un kit, on parle de kit partiel, où là ce sera uniquement les PCB et la face avant. Et alors le reste, ils ont une liste sur un fabricant d'électronique très connu aux États-Unis qui s'appelle Mouser, qui est là où je trouve il y a le plus de choix possibles. Et donc ils peuvent commander eux-mêmes. Donc là, c'est encore moins cher vu que là ils achètent que les PCB et la face avant. Après, il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils se retrouvent avec des commandes où il y a un composant qui est plus de stock, qu'est-ce que je dois prendre. Donc en général, c'est les full kits. Ça, c'est vraiment pour les extrêmes de l'extrême du DIY, quoi. Ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude de commander des composants et qui connaissent vraiment bien les différents composants, même s'il n'y a rien de compliqué, vraiment. C'est un niveau, c'est pas le niveau débutant au niveau du DIY, c'est l'échelon au-dessus. Moi, j'ai déjà monté des kits pour des clients aussi de d'autres marques où là, c'est plus compliqué au niveau mécanique, la manière dont les faces avant sont connectées, dès qu'il y a des transfos, par exemple. C'est ça, je veux dire, c'est dû au fait que ça peut être du matériel différent. Il y a peut-être que des EQ, c'est peut-être des EQ et des préampes, c'est peut-être plus simple que d'autres types de matos, je sais pas, des compresseurs ou des choses comme ça. Il y a peut-être des choses pour commencer ou c'est peut-être mieux en DIY de commencer avec certaines choses que d'autres. Ça dépend un peu du circuit. Bon, là, c'est vrai, à partir du moment où il y a 3 bandes, plus un passe-haut. J'imagine qu'un EQ, c'est un EQ comme ça doit être le plus simple. C'est assez simple. Pour débuter, c'est peut-être un bon point de départ. Oui, en moins d'une journée, c'est monté, testé. Il y a un peu de calibration aussi. Ah oui, ok. Il y a des petits trimmers pour avoir quand on est à zéro, le gain à zéro, pour que ça soit vraiment flat, par exemple, quand ils sont activés. Voilà. Alors le préampli, le circuit est assez fourni aussi, parce que bon, un préampli, a priori, ça peut être vraiment parfois juste un transfo d'entrée, et puis un ampli-op derrière avec un potentiomètre, un peu de filtrage. Là, le circuit est relativement plus compliqué, il y a plus d'ampli-op, il y a plus de composants. Ça a été développé pour vraiment avoir un bruit de fond relativement faible. Puis alors, voilà, donc, et du coup, ça lui donne une couleur et une sonorité spécifique. Oui, aussi, alors la spécificité donc, de ce préampli, c'est pour l'avoir moi-même essayé, et puis par des professionnels, c'est la réponse, les transitoires, qui sont vraiment ultra précises. On est vraiment dans quelque chose de très précis. On va pas dire transparent dans le sens clinique du terme, comme il y a peut-être des cartes son, les préampes des cartes son. Ça reste quand même quelque chose de coloré, je dirais pas. Voilà, après là, les termes, c'est toujours. Bien sûr. C'est ce que j'entends souvent, donc c'est la réponse au transitoire qui est très bonne. Et alors au niveau des aigus, du haut médium aigu, où c'est très doux. Il y a quelque chose qui se passe par rapport au schéma. Quand on pousse un peu le gain, il y a une espèce de petite atténuation. Comme s'il y avait un peu une espèce de petite pas compression, on va dire plutôt atténuation. Il suffit de voir la courbe. Tu vois que ça s'ouvre un petit peu. Oui, une petite atténuation. Donc, ça a été les gars qui ont testé ça dans les voix, vraiment, ils trouvaient ça super. Parce que c'est pas trop arche au niveau des sifflantes, etc. Et alors, en fait, moi, j'en ai vendu en version rack. J'en ai vendu dans une application donc, qui est en dehors de la musique, c'est en bruitage. Quoi. En bruitage, comme le bruit de fond est très faible, il pousse le gain pour vraiment faire des bruits, des prises de proximité, de frottement, de vêtements, etc. Et à l'inverse, pour des sons avec des grosses pressions acoustiques, donc des portes qui claquent, explosions. Ah oui, pour l'aspect transitoire. Et l'aspect transitoire que ça encaisse en fait. Donc ça a été testé, utilisé dans un domaine qui est en dehors de la musique, mais qui prouve que ça encaisse. Dans la prise de son quand même. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, dans la musique, ça j'en ai vendu quelques-uns, et en général, voilà, c'est un préampli assez polyvalent. On entend vraiment, c'est très fidèle, quoi. C'est ça. Donc d'où l'intérêt, alors là, peut-être du micro aussi. Il faut qu'il y ait un bon match. Bien sûr, avec un micro. Les micros dynamiques, je trouve que ça marche super bien aussi. Et voilà, après le micro à ruban, il faut un
pousser le gain, mais il n'y a pas de souci. L'impédance, c'est standard. La DI, alors donc dans la version série 500, il y a la DI aussi. J'ai essayé plusieurs types de transfo. J'ai essayé des transfos Sauter, des transfos Lundal. Oui. Après, c'est une question de goût. Hein. Quand on enregistre une basse, par exemple, ça dépend aussi de l'instrument, de comment le bassiste joue aussi, s'il attaque fort, pas fort. Mais voilà, bon. Après, des DI, il y en a énormément, mais je trouvais que c'était un truc en plus de rajouter une entrée instrument. Ok, cool. Et ça, tu t'en envoies un peu... C'est principalement en Europe, autour de la Belgique, tu en as un petit peu, t'envoies un peu ailleurs C'est un peu partout. Alors les versions en kit, c'est surtout quand même les États-Unis, les Américains, ils aiment beaucoup ça. Je sais pas, ils ont peut-être une culture plus de l'électronique, voilà. Mais sinon, c'est un peu partout. Okay. C'est un peu partout. Oh, c'est chouette. J'en ai vendu les EQ, j'en ai vendu. Il y a un ingé son assez connu en France, c'est Dominique Blanc-Francard. Bien sûr, ouais. Lui, il est fan de DIY Kit. Il est vraiment... il travaille déjà, il a presque 80 ans, ce monsieur, mais il est toujours aussi fan. Et dès que c'est sorti, il m'en a acheté 2, parce qu'en fait, lui, il connaissait les EQ originaux. Et voilà, et puis bon, après il disait c'est les meilleurs EQ que j'ai jamais essayé. Bon, après, si c'est lui qui le dit, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Ça fait toujours plaisir. Après, voilà, de nouveau, c'est une question de goût. Cette version d'EQ, donc là, il y a 2 monos côte à côte. Je dirais que celui-là est c'est aussi assez précis, quoi. Dans le médium, il y a une, parce que ça j'ai aussi un peu adapté. Il y a moyen d'avoir une bande assez étroite. Et là, pour faire un peu de nettoyage, là où ça, c'est un peu compliqué, dans les 300-400 Hz, ça c'est toujours bien. Et, et les aigus aussi sont très douces, quoi. C'est lié au schéma. Le filtre est plutôt sobre, on va dire. Et alors il y a cette version, ça c'est le dernier EQ que j'ai sorti l'année passée. Okay, oui, j'ai commencé à le développer l'année passée, non, je l'ai sorti cette année, en mars 2024. D'accord. Donc ça, c'est le EQ qui vient d'une autre console Harrison, la série 32. Et en fait, alors là, la version mono existait déjà, parce qu'en général, on évite de... Enfin, voilà, j'ai évité de sortir un truc qui existe déjà. C'est un peu... oui, d'accord. Voilà. Oui, même si je vais le proposer en DIY. Et puis ce sera ta version. Je me suis dit, je vais faire une version stéréo. Je vais faire une version stéréo. Et donc, bon, après là j'ai changé les circuits, les ampli-op sont pas exactement les mêmes que l'original parce que ces circuits sont introuvables de l'original. Donc là déjà, ça change quand même pas mal les choses. Mais là, ce qui est super dans celui-là, c'est les 2 filtres qui sont, surtout le passo qui est un peu résonnant à la fréquence de coupure. Là, il y a une bosse, c'est un peu résonnant, donc ça c'est assez... les gens aiment beaucoup cet effet un peu de compensation du coup à la fréquence de coupure. C'est un 4 bandes. Là par contre on ne sait pas jouer sur la largeur du filtre parce que c'est la topologie, on dit, du schéma qui fait que la pente de la cloche, des cloches est définie par des condensateurs. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Tandis que dans les versions mono, c'est des résistances qui définissent la largeur des cloches. Et donc, en fait, on a quelque chose qui est différent au niveau de la réponse, en fréquence. Parce que je me suis amusé à faire exactement les mêmes... mettre le centrage sur les mêmes fréquences, avec le même gain. On a des formes de cloches qui sont différentes. Et donc, c'est ça, évidemment, qui va faire le son, parce que la phase, etc., il va se passer des choses. Et alors, celui-là est vraiment très, très, très musical. Dès que tu passes n'importe quoi dedans, un bus, enfin, tu peux utiliser en mono, mais dès que tu passes un bus, une batterie ou quoi, tu peux vraiment sculpter un peu. Voilà. Ok, cool. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je reste un peu dans le sujet, mais justement sur le côté 500, pour toi en tant que fabricant de 500, à quel point c'est important d'utiliser certains types de racks ou pas? Parce qu'on voit, il y a un peu tous les prix.
J'imagine que c'est la qualité de l'alimentation qui est dedans. Est-ce que tu as déjà constaté qu'il y avait des choses qui étaient mieux que d'autres? Parce qu'il y a vraiment des différences de prix parfois énormes entre certains modèles et d'autres. Je me suis préparé à cette question, ta question, figure-toi. Non, mais c'est vrai que... Alors, moi, voilà, ça c'est un... Voilà, moi j'utilise ce rack-ci, je me souviens plus du prix, mais maintenant, je crois là on est en milieu de gamme. Il me semble. Et alors il y a évidemment, je pense que les moins chers, c'est les Midas, donc alias Behringer en fait. Hein, donc la version Lunchbox, la version aussi 10 slots. Où là c'est vrai que les prix sont imbattables. Alors j'ai pas testé les versions, les Midas. Alors, pour répondre à ta question, je pense que oui, la lime a de l'importance. Là, c'est des alimes internes. Je sais qu'il y a des racks avec une alime externe aussi. Peut-être que là, on va aller plus haut dans les prix. Donc, qui dit alime externe, voilà, dit peut-être moins de rayonnement. Parce que peut-être que les modules qui vont être contre la lime vont plus absorber. Hein, bon, après, ça dépend vraiment aussi du blindage du module, etc. Mais c'est vrai que ça dépend évidemment de la lime, parce que bon, le reste, c'est des connecteurs XLR. Ou alors il y a des options sur ce rack-ci, on peut chaîner les... Ou les linker. On peut les linker, voilà, oui, c'est ça. Au lieu de mettre des câbles, des petits XLR qui passent d'un module à l'autre. Il y a des options, mais... Mais de ton expérience personnelle, il n'y a pas quelque chose auquel il faut faire particulièrement attention, ou c'est peut-être aussi parfois dépendant de ce qu'on va avoir dedans? Ça dépend vraiment du module. Alors, quand j'ai développé la version 500 du préampli, là j'avais acheté un rack, mais c'était vraiment juste pour tester. Il était ouvert, il y avait juste un connecteur, une extension pour le connecteur du fond, comme ça j'avais accès au circuit. C'était un rack avec deux slots horizontaux. Mais c'était pas, donc il y a Friedenstein aussi a une version en 2 modules. Moi je trouve que c'est pas très c'est pas très pratique parce que la plupart sont verticaux et donc au niveau de la lecture c'est plus, même si enfin voilà, j'ai déjà proposé il y a pas longtemps, j'ai vendu 2 EQ horizontaux à une chanteuse qui avait juste la place elle avait un gros rack avec des compresseurs, des préamplis. Il y avait juste un U. Donc je lui ai vendu le Friedenstein 2 slots avec 2 EQ qui étaient horizontaux. Mais moi j'avais acheté c'était pas du Friedenstein, une autre marque SM Pro Audio. C'était vraiment le moins cher. Et là j'en ai après quelques semaines, mais je faisais aussi des essais. Enfin, c'est le 48 volts qui avait claqué, quoi. Le 48 volts avait claqué. Alors, bon, après, le 48 volts, ça consomme quasi rien parce qu'on met des résistances de 6800 ohms en série pour limiter justement le courant. Mais en tout cas, c'est mon expérience. Et je crois que cette marque, enfin en tout cas, ils ne proposent plus du tout ce modèle, ça n'existe plus. Donc, ils ont eu peut-être des soucis. Sinon, pour le reste... bah oui, après, quand on va aller mettre le prix, on va peut-être on va avoir quelque chose, une meilleure alime, on va avoir quelque chose de meilleure qualité, oui, ça c'est certain. Il y a plein de marques maintenant qui proposent ça. Il y a une chouette marque, c'est Cranborn, qui propose un rack avec une interface juste en dessous. Là, on est assez cher, mais voilà, ça c'est bien aussi pour les home studios aussi. Tu as une bonne... des bons convertisseurs. De ton expérience, ça va être plus la robustesse dans le temps, éventuellement un genre de parasitage, mais tu n'auras pas un meilleur son parce que tu as une alime 2 fois plus chère. Non. Alors, par exemple, donc, le standard d'alimentation des racks 500, c'est plus ou moins 16 volts. Et dans les racks, alors, les standards, ça peut être plus ou moins 24 volts, mais là, alors, c'est d'autres technologies avec des transistors, etc. Parce que les ampli-op, en général, en analogique, ça peut être alimenté à maximum plus ou moins 18 volts, qui est un standard aussi. Et donc là, qui dit plus grande alimentation, dit plus grand headroom aussi. Mais par exemple, la console dont je me suis inspiré, l'alimentation, c'était plus ou moins 15 volts. Donc ça veut dire que les premiers racks de préampli que j'ai fait, c'était plus ou moins 15 volts. Donc ça, c'est plus ou moins 16. Donc ça veut dire que même le headroom est un peu plus petit. Donc voilà. Donc là, c'est plus ou moins 16 volts. Je sais que
à l'époque des API qui a développé, donc la série 500, il y avait possibilité de mettre des modules en plus ou moins 24 volts. Mais ça, je pense que c'est standard. Il y a sûrement des racks qui proposent ça encore, mais c'est plus ou moins 16. D'ailleurs, je crois que c'est, si je me souviens, c'est marqué. Et alors évidemment, il y a le 48 volts pour les préamplis, quoi. Et imaginons maintenant qu'il y a les gens qui nous regardent, forcément le format 500 c'est super intéressant. Je pense que tes modules, en plus en DIY, il y a tout sur ton site, je pense qu'il y a les prix et tout, on peut trouver ça sur ton site. Oui, il y a le maximum d'infos. Pour débuter, il y a déjà moyen de se faire du super matos de façon abordable, je trouve, pour des gens en home studio. Mais maintenant, voilà, quelqu'un veut commencer à se faire son petit rack, parce que pour finir, on pourrait imaginer ça comme une espèce de table de mixage ou de rack un peu personnalisé, où on peut mélanger un peu les marques, les couleurs. Qu'est-ce que tu commences... Enfin, déjà, chez toi, donc j'imagine que ce serait l'idéal, c'est de commencer par préamp, EQ, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver de bien, globalement, pour construire son premier petit rack pour débuter? Est-ce que tu aurais des conseils un petit peu Donc, c'est vraiment le principe, c'est que c'est modulaire. Donc... ça dépend si tu fais des prises de son. Je dirais, si tu veux faire des prises de son de batterie, tu vas mettre 8 ou jusqu'à 10 dans un rack comme ça, préampli. Alors après, ça c'est une question de goût évidemment. Donc tu vas peut-être mettre des préamplis qui ont un son plus clean, je dis toujours entre guillemets, parce que bon, voilà, c'est quand même typé, un peu coloré dans le haut médium. Après, si tu veux, tu peux mettre des préamplis avec des transfos en entrée. Il y a des préamplis à lampe aussi, c'est plus rare dans le série 500, malgré tout, les lampes là sont pas alimentées avec des hautes tensions, donc c'est un peu artificiel, mais ça s'allie quand même. On a quand même un espèce de son de préampli à lampe. Donc ça c'est pour la prise de son. Et donc si tu es en mix, tu vas aller mettre peut-être un EQ stéréo pour le bus. Il y a des compresseurs stéréo aussi. Ça c'est un projet que j'ai envie de développer aussi, parce que j'ai déjà commencé à faire un compresseur stéréo, donc avec le même principe que ce double EQ. C'est effectivement comme une petite table de mixage modulaire, on va dire, bon, sauf qu'il n'y a pas de summing, c'est du direct out, on va dire, mais voilà, des compresseurs, 4X, enfin voilà, c'est modulaire. Et ça, c'est intéressant, justement, je vais te demander, dans le futur, donc là, tes prochains projets, ce serait, tu viens de le dire, ce serait de la compression. Du coup, tu t'es inspiré de quelque chose? Tu es parti de zéro, je vais dire, ou tu es parti d'un... Ça c'est quelque chose qui va sortir bientôt? On ne sait pas encore. J'ai déjà fait les schémas. Souvent, on me donne des idées. Tu devrais... on aimerait bien avoir celui-ci, celui-là, etc. Il faut voir aussi la faisabilité au niveau des tensions, etc. Donc tout ce qui est à lampe, comme je disais, ça c'est plus compliqué. Donc les compresseurs à lampe en série 500, c'est vraiment très compliqué. Après il y a les compresseurs opto, AFET, il y a les VCA. Voilà, le projet que j'ai commencé, c'est un 1176. Parce qu'en fait, c'est un fabricant belge qui a repris la marque Rodec, une marque des années 80-90 qui fabriquait des tables de mixage. DJ, fort connu. DJ, donc il y a un gars qui a racheté la marque et qui m'a demandé de développer un EQ, un compresseur stéréo basé sur le 1176. D'accord. Et voilà, puis moi j'ai commencé ce projet-là, puis ça a abouti sur un prototype qui fonctionnait, mais lui, dans sa gamme, il n'a pas repris ça parce qu'il a été fort ambitieux. Il a sorti une console modulaire avec du série 500. Mais bref, pour faire court, j'ai déjà commencé ce projet de compresseur stéréo. Cool. Après, c'est parce que ces compresseurs-là sont plus faciles à mettre en œuvre et surtout sont plus on va dire, polyvalents, versatiles, c'est-à-dire au niveau des temps d'attaque, de release, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est beaucoup plus facile vu que ça se change avec les potentiomètres.
Et ça, tu le vois en rack, en 500, tu ne sais pas encore? Mais en fait, tout ce que je fais en série 500, je peux le faire en rack. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, bon, tous les racks ne s'adaptent pas aux séries 500, mais à partir du moment où on a un schéma, un circuit imprimé, il suffit d'avoir un rack, mettre une alimentation, donc interne ou externe, peu importe, des connecteurs à l'arrière, et puis après c'est juste câblé, comme la plupart des appareils en rack, c'est souvent câblé entre les switches, les potentiomètres, donc la face avant, et les connecteurs derrière. Donc en fait, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que je peux faire un peu aussi du sur-mesure. Si par exemple on demande de faire un rack 4 ou 8 préampli par exemple, ou même un channel strip avec préampli EQ, c'est pas très compliqué. Bon, après ce sera peut-être un rack avec 3U, 4U peut-être, tout dépend de la place qu'il y a dans le rack. Mais c'est tout à fait faisable. Donc du coup, tu dois faire tout un... je dois refaire le design de la face avant. C'est ça qui est le plus compliqué. Après, j'évite trop d'aller dans la customisation, donc je respecte toujours mon design. Voilà, donc les faces avant. Et ça, il sera aussi, si possible, tu le proposeras aussi en kit alors du coup. Si je fais un compresseur stéréo en série 500, il sera tout à fait... Oui, ça, et quand je le développe, je pense à ça, donc le choix des composants, voilà. Ce sera déjà très compliqué. Du coup, chez toi, on va pouvoir trouver son bonheur pour à peu près... Mais alors, oui, c'est ça qui manque. Bon, après, donc, si c'est un clone du 1176, il y en a déjà pas mal, mais en version stéréo, il n'y en a pas... Non. Il y en a un ou deux, quoi. Donc, oui, puis même, après, si les gens aiment bien ton travail, c'est ta version, donc quelque part. C'est ma version, oui. Donc du coup, dans tes activités, il y a ça. Tu fais aussi de la réparation de matériel, si je dis pas de bêtises. Ça t'arrive aussi de customiser un petit peu des choses, ou en gros, c'est ton matos et réparation que tu fais? Alors c'est ma deuxième casquette, effectivement. C'est la réparation, la maintenance de matériel, donc de studio, pro audio. Et alors d'instruments électroniques, donc oui, c'est vrai. Synthé, boîte à rythme, ça c'est bon à savoir, du vintage, du moins vintage. Et alors donc en fait, ça c'est très varié. C'est très très varié, vu que je peux me pencher un jour sur un... Ta formation te permet de faire face un peu à tous les cas de figure. Oui, alors ça c'est... Bon, souvent quand je reçois un appareil qui est en panne, que j'ouvre, un appareil qui a un souci, parce qu'en général, on m'amène que des appareils qui ont des soucis. Sauf si effectivement il y a une modification, quelque chose, bon, ça je fais aussi. Mais c'est en général, c'est souvent nouveau. Donc il faut s'y mettre. Je peux pas être spécialisé dans toutes les marques de synthé, ce serait pas possible. Plus faire ça, ce serait pas possible. Et donc là, il y a chaque fois un petit challenge, une petite investigation, une petite enquête. Et donc c'est là qu'on acquiert évidemment de l'expérience. Parce qu'il y a quand même des synthés, les synthés Roland, comme il y en a eu énormément de vendus. Mais ça, je commence à avoir eu ces modèles-là. Mais bien souvent, c'est quelque chose que j'ai peut-être eu une fois l'année passée, il y a 2 ans. Donc je prends des notes. Faut être très très documenté. C'est un métier particulier. Et du coup, je ne sais pas si tu vois passer aussi beaucoup de matos de son, un peu vintage et tout ça, mais il y a toujours un peu cette grande question, un peu actuellement, quand tu vois beaucoup de choses vintage, anciennes, il y a des choses qui coûtent parfois des prix un petit peu fous. Et puis on voit forcément on peut parler de clones et de copies, parce que parfois les clones, il y a vraiment des réitérations à l'identique de choses d'époque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de voir ton point de vue sur le sujet, c'est-à-dire si tout ce matos vintage qui parfois est hors de prix, s'il y a une raison qui est autre que l'aspect collection. Après, je ne sais pas à quel point tu as eu beaucoup de machines anciennes dans les mains et ce genre de choses. Si actuellement, tout ce qui est clone ou copie, toi tu fais une différenciation, est-ce qu'il y a des choses qui sont bien, moins bien? Est-ce qu'on est obligé maintenant de nos jours, pour faire du bon son, de mettre beaucoup d'argent? C'est un peu ça aussi. C'est un peu large comme question. Oui, c'est large. Oui, il y a plusieurs choses dans ta question. Pour en revenir au prix du matériel, alors c'est surtout effectivement dans les instruments, une première partie de la réponse par rapport au prix des instruments électroniques, donc des synthés, etc.
Là, c'est vrai que ça devient un peu démesuré, c'est disproportionné les prix par rapport au son que ça produit, finalement. Il n'y a rien d'exceptionnellement magique. Après, voilà, il y a des synthés où il y a vraiment des options, un grain, il y a la rareté, donc forcément la rareté, les prix vont grimper. Après, si les gens ont les moyens de se payer ça, donc il y a l'aspect j'ai l'original, j'ai dépensé 4 000 € ou 5 000 € pour une TR-808 et j'en suis fier, et puis avec ça, je vais faire quand même un bon son parce que c'est quand même une machine qui fonctionne très bien, donc pareil pour les synthés. Le prix est fort élevé, surtout que c'est des machines qui tombent en panne, vu qu'elles ont plusieurs décennies, donc 40, 45, maintenant il y a des synthés, ils ont dépassé 50 ans, des prophètes, etc. Donc avant le MIDI, vu que le MIDI a plus ou moins 40 ans, il y a des machines, les gens mettent le prix, elles vont peut-être fonctionner 1 an, 2 ans, et puis il va falloir quelque chose, dépenser, parce que ça, voilà, la main-d'œuvre coûte quand même relativement cher finalement. C'est un peu comme des voitures de collection, hein. Il y a des spécialistes, il y a des gars qui vont rénover des Porsche, des Ferrari. Et puis, mais c'est toujours réparable? Il y a pas des pièces qui sont parfois, comme tu expliquais tantôt, pour la Harrison, des switches qui avaient été fabriqués que pour ça. Est-ce qu'on arrive encore à tout réparer maintenant? Non, pas toujours. Pas toujours. Ça arrive que le temps que ça prendrait pour investiguer, en fait, tout dépend de la panne. Si c'est juste des switches qui sont défectueux, bon, si on peut les remplacer, on les remplace. Les potentiomètres. Ça, c'est vrai que c'est plutôt dans les consoles, dans les tranches de consoles. Oui. Parce que là, il y a vraiment l'aspect aussi, finalement, c'est des tranches de consoles, c'est un peu modulaire aussi. Donc, il y a l'aspect, il faut que ça soit le bon potentiomètre, qui a le bon diamètre, le bon arbre pour mettre le bon bouton au-dessus. Mais quand c'est des appareils qui sont en panne, par exemple... tu m'avais envoyé du matériel, je ne sais plus ce qui était... c'est l'ampli-up d'un voilà. API, Là, en général, on remplace des composants qu'on trouve facilement, quoi. Là, il n'y a pas de... la plupart du temps, on trouve les composants, sauf si c'est des transistors particuliers. Bon, évidemment, il y a tous les transistors au germanium, là, il y en a plein qu'on ne trouve plus. Mais ça, là, on est vraiment dans le vintage. Là, c'est surtout au niveau des pédales d'effets, etc., les distorsions, etc. Ça, je fais moins, quoi, les effets guitare. Peut-être de la lampe dans certains, mais ça peut-être que tu fais moins aussi, tout ce qui est préampli à lampe et tout ça. Si, ça je fais aussi. Alors oui, bon, en général, maintenant les lampes, on trouve assez bien du stock au niveau des lampes. Sauf s'il faut une lampe russe de telle année, etc. Ça, là, effectivement, bon, voilà, là c'est là que Mais ça se trouve, hein, le prix est élevé, mais ça se trouve. Au niveau des lampes, en général, ce qui tombe en panne, c'est l'alimentation, et donc là... Il faut se pencher là-dessus. Il y a un point très important au niveau des réparations, c'est que c'est toujours mieux d'avoir un schéma électronique. Alors il y a des appareils où on trouve le schéma, on tape en Google le type de l'appareil, on a le PDF en premier lien, super. Et puis il y a des machines, c'est plus compliqué, quoi. Où la marque n'existe plus. La marque n'existe plus, il y a des marques qui existent encore, où les appareils existent encore, et donc là c'est totalement fermé. Par exemple, le fameux compresseur Distressor, Empirical Lab, là c'est super fermé, super verrouillé. Les circuits sont par exemple limés pour pas qu'on ait le numéro du circuit. Et donc ça c'est un choix du fabricant. C'est-à-dire que toi tu peux pas réparer, il faut renvoyer chez eux, quoi. Ou alors ça va prendre du temps, quoi. Ça va être compliqué. J'ai déjà réparé des Distressors où il y en a un, j'ai trouvé la panne par chance, mais je me souviens plus trop quel était le problème. Ou alors on peut recaper, quand on dit recaper, on remplace les condensateurs électrolytiques, c'est ce qui s'use avec le temps, mais on n'est pas obligé de le faire, mais en général, ça résout des pannes. Ça prend moins de temps de faire ça que de chercher la panne pendant une journée, c'est de remplacer des composants. Enfin, c'est pas par essai-erreur, mais il faut optimiser quand même, il faut être efficace. Et puis les condensateurs, c'est pas des composants qui coûtent... forcément cher. Non, là, une fois j'avais réparé un Distressor, c'était le circuit bypass qui fonctionnait plus. J'avais contacté la marque, ils m'ont tout de suite répondu. Et en fait, c'était pas très très cher. Ils m'ont envoyé les circuits à remplacer avec numéro. Tu remplaces celui-là, celui-là. Voilà. Et puis de fait, ça a fonctionné. Mais ça, c'est un exemple assez particulier
parmi d'autres. Voilà. Ce qui est très très difficile dans la partie réparation, je suis quand même souvent confronté à ça, c'est quand on me demande un prix. Oui, parce que tu ne sais pas combien de temps ça va... Ça prend parfois, forcément, ça prend parfois plus de temps de trouver la panne, donc une partie de la panne, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il y en a d'autres derrière. Oui. On va peut-être résoudre un problème, mais il y aura peut-être encore des problèmes qui subsistent. Donc donner même une fourchette de prix, c'est compliqué. Bon, je m'en sors, j'essaye de m'en sortir avec ça. Les gens savent bien que ça va... C'est un certain matériel, oui. C'est un certain budget. Alors évidemment, tout dépend aussi du est-ce que ça vaut la peine de réparer des machines. Donc ça, en général, ils font attention à ça. Mais voilà, une fois qu'on a trouvé la panne, si c'est juste un composant à remplacer, moi ça m'est déjà arrivé de chercher une panne pendant 1 journée, 2 journées sur, je sais pas, un synthé. Et en fait, c'était un transistor qui était en panne. Et, voilà. Mais avant de trouver le transistor, voilà, c'est ça. Je dis, allez, 1 journée. Et remplacer la pièce. Là, le boulot est fait. Je commande le transistor, et je le remplace, et puis je suis sûr que c'est ça, normalement. Enfin, non, 90% des cas. Mais ça, c'est très très varié. Ça, c'est mon autre métier. C'est ça, ouais. Okay. Oui, ça m'intéressait, c'était parce que je me dis peut-être que tu avais l'occasion de voir, par rapport aux gens on a toujours un peu ce mythe, un peu parfois de certains matériels très chers, tu vois, qui sonneraient mieux. Je n'ai pas répondu à ta question par rapport au vintage. Oui, mais voilà, mais c'est vrai que par rapport à toi qui es un fabricant de matériel qui en plus, veut dire, c'est une petite boîte où tout, voilà, tu prends du temps vraiment à développer ça. C'est de l'artisanat, oui. L'artisanat, et tu proposes des options même intéressantes pour que ça revienne moins cher aux gens. Où est l'intérêt, tu vois, d'une certaine façon par rapport à ça, par rapport à d'autres matos qui sont parfois ultra chers. De ton point de vue à toi, hein, tu vois, où est la vérité dans, tiens, là on sait faire du son et là on passe dans autre chose. Ou peut-être que tu vas me dire non, il y a du matos des années 60 qui sonne incroyable et qu'on ne sait plus faire maintenant, on ne sait plus faire des choses qui sonnent aussi bien. À l'époque, je pense que pour énormément d'appareils des années 60, 70, même plus tard, un des composants qui façonne un peu le son d'une machine, et c'est là où, après il va y avoir plusieurs types de sons par rapport à ce composant, c'est les transfos. Okay. Les transfos audio. Voilà, il y a des transfos dans des machines, ça a été fait pour l'appareil, ça a été bobiné, donc un transfo c'est assez simple comme type d'appareil, mais comment ils ont été fabriqués, donc il y a le noyau ferromagnétique qui va faire réagir le transfo d'une certaine manière. Il y a des débats sur les transfos audio, et ça coûte, et c'est une des pièces qui coûte très cher. Okay. Un transfo audio, c'est entre 100 150 € pour un bon. Après, il y a des marques comme Nive qui ont plus pignon sur rue. Là, les transfos, comme ils en vendent beaucoup, les prix sont plus faibles, mais sinon, c'est... Okay. Et c'est ça qui faisait un peu le son aussi des machines. C'est ça que je crois qui est recherché pour un tel type de son. Et c'est vrai pour les préamplis, mais c'est vrai pour plein d'appareils. Okay. Dans des vieux compresseurs opto, ou donc de Ureil, etc. Il y a des voilà, c'est... Disons que maintenant, c'est pas que maintenant on ne sait pas construire des transfos, mais ce qu'on construit maintenant, le mode de fabrication fait que c'est un peu différent, parce que peut-être que le monde de l'audio, c'est peut-être pas assez large pour que des gens disent tiens, on va reconstruire des trucs comme à l'époque. Et donc c'est juste différent, j'imagine. Ce sera différent, voilà, ce sera différent, ce sera pas moins bien. Je pense qu'il y a moyen de faire du son avec des marques low cost, on va dire, par rapport aux trucs très chers. Puis après, il y a des gens qui font des répliques et des clones moyens de gamme et qui sont super. Eux, ils vont peut-être plus être fidèles, des artisans, peut-être des plus petites marques, des petits artisans, par rapport à des machines très très chères, mythiques, des Nive et des choses comme ça. Moi, je pense qu'après, au niveau de la qualité de fabrication, alors ça c'est un autre débat en électronique, c'est la technologie traversante, donc les composants qui traversent, donc les composants qui ont quand même une certaine taille pour qu'on puisse les manipuler avec ses mains, les souder avec un bête de fer, les composants traversants versus la technologie
CMS, donc composant monté en surface, ou SMD en anglais, où là, pour fabriquer et dépanner, ça c'est beaucoup plus compliqué, et la qualité est quand même... Mais ça, il y a un débat, quoi. Moi, je sais que les condensateurs électrolytiques, parce que le son passe à travers certains condensateurs électrolytiques, il faut voir le schéma, il faut voir la chaîne. En traversant, je pense que la qualité est meilleure qu'en en CMS, donc c'est les petits cylindres. Prenez une carte son qui est en CMS, forcément, c'est les petits cylindres gris comme ça, avec une petite bande noire. En général, la qualité, là, elle est pas... C'est pas encore top, je pense. Mais c'est des composants qui sont fabriqués... Enfin, c'est des cartes qui sont fabriquées en très grande série. Donc là, on parle d'industrialisation. C'est pas sans viser spécialement Behringer ou quoi. Hein, oui, bien sûr. Et donc, c'est moins bien dans le temps ou même la façon dont ça opère, c'est-à-dire c'est moins fiable dans le résultat quelque part comment ça fonctionne en tant que composant. Alors en fait c'est assez tôt peut-être pour le dire, on verra on en reparlera peut-être dans combien de temps, peut-être dans 10 ans. Il y a plein d'appareils qui ont été fabriqués avec cette technologie-là, qui vont commencer à tomber en panne. Et ça, ce ne sera pas réparable. Il faut remplacer tout le... Si, c'est réparable. Parce que bon, il y a des gens qui réparent des smartphones, des ordinateurs, des cartes mères et tout ça, où c'est vraiment miniature. Mais là, il faut être équipé, quoi. Il faut des faire... Est-ce que ça aura du sens par rapport au prix Au fait de remplacer la carte, c'est ça. Alors parfois, voilà. Moi, je fais très peu de CMS. Ça m'arrive. Mais ça, je délègue à quelqu'un qui habite près de chez moi, qui, lui, il est équipé. Par chance, il y a quelqu'un qui habite près de chez moi qui peut remplacer des chips en CMS pour des machines plus modernes. Après, il faut encore pouvoir être équipé pour détecter les pannes. Vu que là, on est dans le monde du numérique. C'est quand même aussi un monde, à part qui est moins... Moi, c'est moins mon truc, par expérience. Mais... ouais, ça, c'est difficile. C'est un peu tôt par rapport aux machines. Est-ce que ces machines qui ont été fabriquées avec ces technologies, combien de temps elles vont tenir le coup sans panne, alors que y a des appareils qui ont été fabriqués il y a 50 ans qui fonctionnent toujours. Après, il y a toujours la maintenance, on remplace des lampes, on remplace quand même certains circuits qui sont sur des petites... Des supports de... Il y a de l'usure mécanique de certains... Oui, voilà, à l'usage, il y a des potentiomètres. Les potentiomètres, bon, forcément, tout ce qui est électromécanique, ça s'use. Mais les composants électroniques, ça dépend des machines. Voilà, puis après, oui, quelqu'un qui a un budget plus faible, c'est normal qu'il se tourne vers des prix complètement concurrentiels. Parce que... disons qu'il y a à boire et à manger, mais il faut savoir quels sont les avantages et les inconvénients, quoi. C'est ça, je pense. Ouais, après, je crois qu'il faut tester. Voilà, il y a des ingé-sons qui sont vraiment adeptes des tests AB. Après, il faut avoir la machine super chère et la machine pas chère pour comparer. Moi, j'ai déjà fait des comparaisons, comme j'ai eu pas mal de TR-808. Je commence à connaître la machine. Et j'avais un musicien précédent là, qui travaillait avec moi. Il avait les clones. Les Behringer et les Roland RA, la TR8, c'est quand même pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Alors voilà, je trouve que tout ce qui était plus aigu, charlet, cymbales et tout, c'était vraiment quand même fort différent. Après, il y a certains sons, il faut vraiment tendre l'oreille pour sentir la différence. Voilà, c'est dans le détail de certaines fréquences. Je crois que les machines après c'est des machines aussi analogiques, les clones. Enfin. Certaines parties, je pense que le kick et le snare et les toms sont analogiques. C'est des machines comme ça, je pense que c'est plus facile de mettre ça dans un mixage, quoi. Je pense. Ouais, là, peut-être que je suis en train de comparer les versions hardware aux versions plugins, peut-être aussi, mais voilà, peut-être que il y a du matériel plus ancien. Ça va être plus facile à gérer dans un mix que les versions. C'est une question aussi de niveau de sortie, etc. Enfin voilà, il y a énormément. Enfin c'est toujours il faut voir toute la chaîne de prod. Il faut voir aussi
de quelle machine on parle. Voilà. Ok, cool. Mais les prix sont exorbitants des machines vintage et tout. Oui, c'est ça, c'est à se demander parfois. Enfin, je pense que maintenant, il y a l'aspect plutôt rareté, collection, plus que... Oui, c'est un truc de niche. Hein. Il m'arrivait de travailler sur des machines vraiment extrêmement rares. Genre le EMS, c'est la marque de... Enfin, ils font du synthé modulaire. Enfin, il y avait le VCS3, des machines comme ça, dans les machines des années 70. Quoi. EMS. Ils avaient sorti un synthé polyphonique qui n'a pas du tout marché. C'était même plutôt à l'état de... Enfin, mieux qu'un prototype, oui, mais ils en ont vendu 40, quoi. Il y en a 40 dans le monde. Moi, j'en ai eu un entre les mains. Donc là, évidemment, on est face à une machine qui n'est pas aboutie, mais qui coûte 35 000 €. C'est ça. Donc, bon, il faut voir si... C'est un investissement. La personne qui a acheté ça, il m'a dit, ah, c'est un investissement. Oui, voilà. Après, je l'ai recapé, elle fonctionnait plus ou moins. Mais ça, c'est vraiment des machines c'est un autre délire, quoi. De collection. C'est comme il y a des mini-Moog qui coûtent une fortune. Je parle des synthés parce que je connais bien les synthés, leur prix quand même. Mais c'est pareil dans les outboards de studio. Il y a le fameux compresseur, le double compresseur Neve qui a été cloné il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et là, évidemment, donc la version originale, donc les versions vintage coûtent super cher. La version qui est encore actuelle, produite par Neve, c'est un peu en dessous. Et puis donc Behringer a cloné le truc. Mais alors là, il faut voir... De nouveau, enfin là j'en reviens, je pense que le son de ces machines, donc peu importe la qualité des composants, la technologie, c'est les transfos audio qui vont faire la différence. Et puis donc il y a des artisans qui ont cloné des machines comme ça, et ils se mettent à un prix plus ou moins intermédiaire. Moi, pour reparler de ma gamme, moi j'essaye d'avoir un prix qui est quand même abordable. Je trouve que c'est fort abordable. On m'a déjà dit, hein, c'est pas assez cher. ton EQ stéréo, tu devrais le vendre 1500 balles. Ok. Bon. Bah, non, enfin voilà, j'ai fait une petite étude de marché, je me positionne un peu dans la moyenne, peut-être un peu en dessous. Okay. Et puis comme ça, ça reste quand même abordable parce que voilà. Le format 500, je trouve que, je sais que vous en avez, mais c'est quand même orienté, voilà, assez accessible au petit home studio. Parce qu'on peut faire du cher, du pas cher avec ça, c'est très modulable en fonction des besoins, c'est customisable. Moi, c'est un format que j'aime bien, même en studio, quoi, parce que ça permet d'élargir la palette relativement facilement. Ah oui, vraiment, vraiment. Oui, puis il y a tellement de choix maintenant. Oui. Moi, je suis un fabricant parmi vraiment des milliers, je pense. Et après, voilà, la console dont je me suis inspiré, ça, il y a pas, rare, voilà, c'est plus rare. Enfin, il y avait un mini créneau à prendre, mais c'est une opportunité. Oui, ça s'est fait un peu comme. Moi, je suis pas du tout un geek de l'électronique. Je veux dire, j'ai pas commencé à faire l'électronique quand j'avais 12 ans. Mon père n'est pas électronicien. On a fait des cours avec certains ingé-sons ou des interviews avec des ingé-sons dans leur studio. Certains travaillent, sont très, ce qu'on appelle full in the box, travaillent beaucoup avec du plugin. Ça, toi, c'est moins des gens avec qui tu travailles. Mais on en a encore beaucoup, entre autres Jules, avec qui on a fait un cours récemment, qui lui travaille en hybride, c'est-à-dire qu'il aime bien travailler forcément dans son programme, mais qu'il insère beaucoup de choses en hardware. Est-ce que tu as des gens qui viennent vers toi à qui tu proposes justement, j'imagine, le stéréo, là ça peut être intéressant par exemple sur certains bus, un bus master peut-être, ou sur certaines choses. Est-ce que toi tu as un avis un petit peu sur le côté, ce qui est chouette avec l'analogique pour travailler en mixage, en studio par rapport à du plugin, donc le côté un peu hardware versus digital. Est-ce que toi tu as un retour des gens, un avis personnel sur le sujet, sur ce qui est cool là-dedans? Oui, bah après, je pense que évidemment les solutions hybrides sont super. Pour avoir discuté avec quand même de ça avec quelques ingé-sons, en général, ce qu'on dit, enfin le truc, si je synthétise, c'est une machine analogique égale peut-être 5
4-5 plugins tu vas plus vite directement, enchaînés. Voilà. Tu as directement un son plus vite. On va peut-être avoir un son plus vite, plus rapidement. Sinon, la semaine passée, j'ai vendu l'EQ stéréo à un gars qui fait de la prod de musique électronique, qui a du modulaire. Il a aussi un petit studio de mastering avec un autre ingé son. Il avait essayé, parce que je leur avais prêté quelques semaines, il avait essayé en mastering. Ils n'étaient pas, hyper convaincus. Ça va être peut-être, c'était en fin de, je crois que c'était en fin de chaîne, donc ça devait encaisser vraiment beaucoup et c'était limite parce que dès qu'on pousse forcément un peu une bande, si c'est déjà limite, ça va peut-être un peu saturer. Mis à part aussi le fait que souvent en mastering, on aime bien le côté cranté pour le côté recall. Encore un autre débat. Mais ça, moi, c'est du potentiomètre continu, question de prix, parce que les switches rotatifs. Déjà, c'est plus gros, c'est plus large, c'est moins facile à mettre sur un série 500, mais c'est vraiment une question de coût. Et en fait, pour en revenir à ce producteur, lui, il me l'a acheté, il met à la fin de sa chaîne, donc tous ses synthés, il a c'est un double aussi, un tape saturator, un saturator de Elysia, et ça, il le met juste après, parfois il change, mais... Donc il a juste une petite lunchbox avec 4 slots, et il y a l'Elysia caractère, et puis il y a ça. Et il trouvait ça vraiment super. Il dit c'est hyper intuitif. Et c'est vrai que c'est très musical, c'est très bateau de dire ça. Comme les cloches sont vraiment... le Q est très large, donc c'est environ 1.1. Il arrivait vraiment à quelque chose de super... Il mettait ça dedans et puis hop, ça lui donnait le son sans commencer dans la chipoter avec 25 trucs après. C'est ça, oui, c'est ça. Il avait tout de suite le son qu'il cherchait. Il avait tout de suite un résultat, c'était tout de suite flagrant. Et lui, il me disait qu'il jouait un peu, du coup, comme il avait utilisé cet appareil aussi en mastering où ça saturait légèrement, il utilisait ça dans son bus. Donc là, évidemment, ça veut dire qu'il va peut-être aller aux limites de l'appareil. Et ça, évidemment, c'est plus compliqué à obtenir quelque chose de tout de suite satisfaisant en numérique. Ça dépend des applications. Moi, je suis pour je suis évidemment pro hardware, mais évidemment des solutions hybrides. Au niveau des EQ, il y a aussi des gars qui préfèrent utiliser du chirurgical pour faire du nettoyage. Avec ça, celui-ci, il y a quand même moyen. Celui-là, c'est plus... Puis il y a le fait de pouvoir avoir accès directement de façon... ça a une influence, je veux dire, on est en contact direct un peu avec le son. C'est sûr que c'est différent qu'avec une souris. Puis j'imagine aussi, en fonction de la chaîne que tu fais, tu vas avoir quelque chose un peu plus personnel. Peut-être même que, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais entre deux EQ, en fonction des composants, ils vont peut-être vieillir un peu différemment. Donc ils auront peut-être des sons qui vont peut-être un peu légèrement changer, que ton plugin... Il aura toujours le même son et ton voiin aura le même son. Et oui, de toute façon, déjà les machines analogiques... c'est un peu la beauté de la chose. Même en fait, c'est surtout dans le mastering, quoi qu'en mix, c'est quand même recherché aussi le côté recall pour pouvoir refaire des mix. Ça, c'est quelque chose que maintenant qui est vraiment... vous savez ça mieux que moi. Par rapport aux clients, ça devient une obligation. Alors que moi je suis partisan parce que je fais mixer parfois des morceaux que je produis par des ingé-sons professionnels et je leur fais entièrement confiance. C'est rare que je sois déçu. Alors, moi j'aime bien assister, mais en général je ne dis absolument rien, mais je m'intéresse à ce qu'ils font. Mais de toute façon, même avec du cranté, comme tu dis, il y a la dérive des l'analogique, les composants dépendent de la température, etc. Il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas que le fait d'avoir la même position d'un potentiomètre. Et donc tu as une personnalité, chaque pièce est presque unique et donne un son un peu... Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a aussi ça, je veux dire, c'est parce que dans le plugin, le voisin aura le même, il aura le même son et oui, c'est le fait de mélanger là en plus une chaîne fait que il y a un peu de est-ce qu'on va entendre ces différences? Oui, peut-être. C'est des détails, mais il faut voir effectivement dans plusieurs années, plusieurs décennies, comme il y a des composants comme les condensateurs qui vont
s'user, vu qu'il y a un isolant qui va peut-être s'user. Je me souviens, c'était aussi un peu ça, quand je travaillais plus sur une table, que j'avais deux tranches mono pour le côté stéréo, ben, ça faisait pas pile poil la même chose, et donc du coup ça crée aussi une largeur, tu vois, différente que avec un plugin, si tu veux avoir la même chose, tu dois chipoter beaucoup plus et créer des trucs. Enfin, il y a toujours des choses un peu que tu peux, comme tu dis, c'est plus compliqué à avoir dans le monde digital. Encore faut-il savoir ce qu'on fait. Bah, il y a des émulations, il y a des plugins, je sais que chaque passage est différent. Alliance, ils ont, plutôt que de modéliser une tranche, et c'est toujours la même, mais tu peux le mettre différente pour avoir ce côté un peu aléatoire de l'aspect analogique. Voilà, après, est-ce qu'on se chatouille pour rigoler? Est-ce que ça amène quelque chose de différent? Ça, c'est un peu, je pense que c'est un peu chacun son avis sur la question, mais c'est sûr que le fait de travailler en hybride, enfin, nous on l'a vu avec certains ingé sons qu'on a interviewés. Après, c'est propre à chacun, mais voilà, c'est sûr qu'il y a des choses. Et en plus, quand c'est abordable, j'ai envie de dire, pour ce matos-là précisément, c'est difficile enfin, faut pas trop réfléchir, je pense. En plus, oui, comme toi, parce que nous, c'est beaucoup de gens forcément en France, en Belgique. En plus, toi, je veux dire, t'es pas très loin, donc il y a un souci, un problème. Il y a aussi, j'imagine que il y a un service après-vente. Enfin, si jamais, oui, bien sûr. Quelqu'un s'en sort pas, il y a un petit coup de main. Si dans le futur, il y a une pièce qui casse, il y a des choses. Oui, ça, moi, je suis acheter ça. Moi, je veille à avoir un service après-vente. Ça a une valeur, je trouve. Oui, bien sûr. Oui. Non, bien sûr. C'est pas un truc qui regroupe plusieurs marques que tu vas contacter. Tu auras un ticket, machin. Ils vont te répondre dans un mois. Non, moi, je suis assez réactif. Moi, c'est quelque chose, c'est une valeur dans mon business, c'est le côté direct. Bien sûr, ouais. Donc on a accès direct à l'artisan qui est derrière. Oui, ça c'est quelque chose. Bon, le côté local, oui, enfin la Belgique n'est pas un grand pays, donc ça c'est. Enfin, si je dois aller en France, mais en général, j'essaye de régler les problèmes à distance. Par rapport au kit, j'ai eu très peu de retours, donc négatifs dans le sens où la personne à un moment ne s'en sortait pas, parce qu'en général ils se font aider aussi dans leur entourage, ils connaissent bien peut-être quelqu'un qui va les aider, mais et quand tu proposes des nouveaux kits, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai l'impression que tu les sors par lot en fait, par batch, ou c'est une production continue tes kits, où quand tu commences à arriver en fin de... Oui, quand j'en ai plus, quand j'ai des commandes et quand je commande en général les batchs par 10, quoi. Donc c'est des petits batchs. Et donc tu en as toujours... C'est pas par 100, ça me coûterait moins cher à l'unité si c'était par 100, mais après bon, il faut les écouler, parce que voilà, ça c'était un choix, je suis assez prudent finalement. Oui, c'est ça, et puis ça te permet toujours enfin t'es jamais à court de stock. Au niveau des composants, j'ai des commandes, voilà, t'as toujours toutes tes machines. Oui, quand c'est vraiment la fin. Donc là, par exemple, pour celui-là, j'ai vendu le dernier. Donc là, c'était une version assemblée, parce que je garde toujours celui-là, on va dire, c'est le mien, c'est celui de démo. Mais il me restait une seule face avant, donc là je n'ai plus de face avant, donc je vais devoir... C'est ça, et du coup... Mais c'est un délai de 15 jours en plus. Toujours, par exemple, t'es plus vieux, donc ton plus vieux préamp, les composants sont toujours identiques, ou tu as déjà tu disais que tu l'avais fait, c'était déjà il y a un bout de temps, les premières éditions. Même maintenant, tu arrives toujours à dépanner des choses Oui, bien sûr, oui, on trouve tout. Oui, donc, par rapport à l'original, c'était juste... Donc là, on a affaire à un préampli à transistor, enfin, c'est-à-dire il n'y a pas de transfo d'entrée, il y a un transfo uniquement pour la DI, mais le circuit original, donc là, en fait, le signal d'entrée qui vient du micro, donc qui est symétrique, attaque une paire de transistors. Et donc les transistors originaux, enfin, on les trouve, mais c'est vite beaucoup plus cher. Moi, je voulais des trucs qui soient tout de suite fiables et que je puisse en acheter, donc là, par 100. Et j'ai pris une très bonne paire de transistors et ça fait tout à fait le taf. Du coup, ça a aussi une valeur, c'est pas parce que parfois il y a certaines marques de nos jours qui te sortent des choses et puis ça va plus et puis c'est fini, il n'y a plus de pièces ou tu n'as plus de service. Enfin, je veux dire, voilà, c'est aussi ça. Non, je vais avoir un service après-vente. Maintenant et pour longtemps. J'ai dépanné, il y a une fois, je crois que c'est arrivé qu'une fois qu'un gars me renvoie son kit qu'il avait monté, donc c'était pour celui-ci, ou peut-être une fois aussi pour un préamp, mais
Mais c'était voilà, parce que il n'arrivait pas à le dépanner, donc, mais c'est arrivé qu'une fois. Oui, et puis parce qu'il était... Et j'ai trouvé la panne. Et parfois, c'est vrai pour tout ce qui est... Oui, donc là, on parle de réparation de mon propre matériel, mais pour les réparations en général, parfois, rien que le fait de sortir une machine de son contexte, hors câblage, hors patch, etc., ben, là, on y voit déjà beaucoup plus clair. Bon, parfois, on m'amène des machines qui fonctionnent. Ça arrive aussi. Oui, oui. Donc là, mais en général, les gens, ils testent. Mais ça arrive encore. Je ne sais plus quel était le souci. Je crois qu'il y avait un AOP qui était... Je pense que c'était... il y avait un ampli-up, donc il y a 8 pads 2x4, qui était mal enfoncé dans un socket. Et où il y avait une patte qui était pliée, donc il n'y avait pas un contact. Parfois, l'électronique, c'est ça. Hein, ça se joue à... Parce que comme c'est du DIY, j'ai mis des sockets, donc des supports de circuits imprimés, de circuits intégrés, donc d'ampli-up. En général, si on soude directement des ampli-up sur la carte, il y en a qui vont chauffer trop longtemps, ça peut les endommager. Mais ça dépend des types d'ampli-up. Donc il y a des... Oui, donc tu l'enfiches petit détail, tu l'enfiches, et ça permet aussi aux gens qui sont à l'aise avec l'électronique de remplacer, d'utiliser d'autres. Ouais, et même pour la paire de transistors d'entrée du préampli, s'ils veulent utiliser d'autres transistors, ils font absolument ce qu'ils veulent. Cool. Je suppose que il y a des gars qui ont customisé leur propre kit, et voilà quoi. C'est chouette. Et peut-être une dernière question. Pour des gens qui seraient passionnés donc qui voudraient commencer par tes kits, mais qui seraient passionnés par se monter tout un studio en DIY, comme ça, il y a des endroits qui seraient des bonnes ressources pour eux en termes de forums, de matos, d'endroits où on peut trouver des cool trucs à se faire pour se faire son petit studio. Oui, ben j'en parlais tout à l'heure, c'est le DIY RI là, américain. Donc là, en fait, ils proposent des kits en DIY, vraiment pour les débutants, quoi. Ok. Donc une DI, j'ai déjà monté une DI, c'est assez simple de mon point de vue, mais quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir 200 composants sur une carte. Pour commencer, c'est vraiment impeccable. Voir si la personne a les nerfs assez solides que pour souder, prendre le temps d'eux. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment classifié en plus beginners. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus compliquées. Enfin après, voilà, on en parlait tout à l'heure. Le côté plus compliqué, c'est souvent tout ce qui est un peu mécanique. Moi, c'est intermédiaire. Si on prend un module, c'est relativement... Enfin voilà, il y a juste 2 cartes qui sont connectées l'une à l'autre. Donc une carte pour les fréquences, une autre pour les gains, et le reste, voilà, c'est fort chargé, mais ce n'est que des composants juste prendre le temps discrets, de lire les bonnes références. Il ne faut pas se tromper. Là, on est à la soudure près, on est aux composants près, donc effectivement, il faut éviter de se tromper, quoi. C'est pas insurmontable, quoi. Non, bon, après, les gens qui sont là-dedans, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent qu'ils vont peut-être galérer. Il faut être concentré. C'est ça. Il faut suivre le guide. C'est pour ça que j'ai essayé de faire... Je passe pas mal de temps, quand je sors un produit, à faire un guide le plus complet, clair possible, qui est toujours améliorable. Mais... Et donc, sur ce site, il y a donc ce qu'eux proposent, et c'est eux, tu disais aussi, qui offrent un espèce de lien, une passerelle de il y a un portail où il y a... C'est ça, il y a d'autres fabricants. Je ne sais pas si c'est c'est à jour. J'avais contacté donc il y a quelques mois le gars pour mon nouveau module. Il n'était pas hyper réactif, mais je crois que ce portail existe toujours. Il a publié, mais il manquait une photo. Enfin, voilà, il y a mes produits dessus, et donc il y a d'autres. Donc là, on peut commencer d'autres fabricants. Et puis trouver plus de... Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les racks, il y a en tout cas, j'en connais qu'un, mais je pense, à mon avis, maintenant, il y en a plusieurs. Il y a des makers de DIY qui proposent ça aussi en kit. Qui proposent des racks en kit, où là, il y a c'est en pièces détachées, les connecteurs. Bon, après, là, il faut les XLR, il faut souder, évidemment, pas mal, mais avec tout le rack, la partie mécanique, la lime. Je crois que ça, c'est une lime externe. Donc, ça veut dire qu'avec une lime externe, tu peux mettre jusqu'à 11 slots, et c'est
Silent Arts, ça s'appelle. Ok. On mettra le lien voilà, de ça dans la description de la vidéo. Et si du coup maintenant les gens veulent aller voir ton matos ou rentrer en contact avec toi, il y a un endroit ou des endroits qui sont le mieux pour ça? Il y a ton site, j'imagine? Il y a mon site. Alors j'ai une page Facebook où là, en fait, je mélange mes deux activités, donc le matos et les réparations. Moi, on peut me contacter par plein de biais. Il y a mon adresse email sur mon site. En fait, ce que je n'ai pas, c'est des modules où on clique, on commande, quoi. Donc, il faut t'envoyer un petit mail pour voilà, moi j'aime bien, c'est parce qu'en fait ça coûte ça coûte de l'argent, donc je préfère que les produits soient un petit peu moins cher. Enfin, j'ai pas fait le calcul, mais un site commercial, ça coûte quand même pas mal d'argent. J'en suis pas encore à ce niveau-là, et donc il suffit d'envoyer. C'est humain, du coup. Je me dis que ça reste dans le concept. Mais j'ai l'impression que les gens aiment bien quand même ça plutôt que de cliquer. Oui, donc d'office, ils passent par toi. Après, il y en a, ils me commandent. C'est juste quelques lignes, mais il y a quand même un mail. Et en plus, ils ont une petite question, un truc. Je trouve ça chouette. Et souvent, ils ont des questions. Souvent, ils ont des questions. Et donc voilà, sur mon site, j'ai une page. Maintenant, j'ai 2 pages Instagram. Par contre, sur Instagram, j'ai splitté. C'est toujours les trucs de réseaux sociaux. Est-ce que la question, c'était est-ce que je garde juste Yann Audio avec comme sur Facebook mes deux casquettes design de matos et réparation, mais sur Instagram j'ai splitté les deux. Bon, nous on mettra tous les liens dans la description et puis les gens choisiront comme ça s'ils veulent aller voir un petit peu la réparation, les synthés ou un petit peu le matos. Tu tapes Yann nu, on te trouve de toute façon, c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup, c'était vraiment super instructif. Merci à toi. On va aller voir, on va un peu tester tout ça, aller voir tout ça. Et puis on se dit à une prochaine alors, salut. Merci, à bientôt. Ciao.